Bonjour, c'est Morcy. Bonjour Monsieur Gadras, comment allez-vous donc? Bien, merci. Je rappelle, vous êtes le préfet de la Haute-Vienne, donc le représentant de l'État. Monsieur le préfet, on est passé à une nouvelle étape. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur les premières heures, les premiers jours de déconfinement en Haute-Vienne? Alors, je peux vous dire trois, quatre choses qui sont pour moi très importantes. C'est que cette première étape, c'est vraiment qu'une première étape. Et qu'on a trois, quatre rendez-vous dans le mois et demi qui vient qui sont tout aussi importants que cette étape du 11. J'ai trouvé beaucoup de solidarité avant et je trouve beaucoup de responsabilité aujourd'hui. Dans la responsabilité, il y a tous ces commerçants qui vérifient, imposent, surveillent les gestes barrières, la distance que l'on doit avoir entre nous. Et de ce point de vue-là, non seulement ils étaient au rendez-vous, mais ils le font avec responsabilité et sourire, alors qu'ils ont beaucoup souffert. La deuxième chose, par rapport à votre question, c'est que un des rendez-vous majeurs que nous avions lundi, puis mardi, c'est l'école. Les enseignants étaient au rendez-vous. Les élèves aujourd'hui sont au rendez-vous. L'essentiel des maires, à une dizaine près, ont répondu présent, en responsabilité, en intelligence. La troisième chose, c'est que ce n'est que le début d'un long chemin de croix, un long calvaire. On n'est qu'au début de quelque chose et que pour qu'on puisse être certain de se retrouver heureux, en forme, doux, amoureux, tactile, malheureusement, c'est pas pour aujourd'hui. Et donc, tout ce que l'on fait dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, nous permettront de continuer à cocher les cases. Et les cases sont au nombre de 3. Moins de personnes qui sont hospitalisées, point numéro 1. Point numéro 2, capacité de tester, d'être responsable par rapport aux gens qui nous entourent pour éviter de transmettre le virus. Et le point numéro 3, c'est notre capacité hôtelière qui a énormément donné de sa personne pour pouvoir continuer à accueillir celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Alors voilà, ça c'est pour, je dirais, la mise en place. Il y a la loi qui proroge l'état d'urgence sanitaire, une nouvelle approche. Quels sont les grands principes de ce texte? Je sens bien que dans votre question, il y a qu'est-ce qui peut changer dans mon quotidien dès maintenant. Bien sûr. Et alors, ce qui change dans mon quotidien maintenant, c'est que je peux aller dans les parcs et jardins parce que je suis dans un département vert. C'est les arrêtés que je vais signer d'ici la fin de la semaine qui vont permettre à certains musées, à un zoo, à des activités, des petits théâtres, de pouvoir reprendre leurs petites activités, mais à la condition qu'on soit tous responsables. Donc c'est très très important. Il faut savoir pour nos concitoyens, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup, avec le département ou avec la région, on a deux lacs qui sont importants, Vassivière et Saint-Pardoux. On est en train de mettre en place un dispositif qui permettra à la pêche de reprendre, aux promeneurs de contourner la plage, mais de pouvoir sortir et de s'approprier nos forêts, ce qui est une bonne chose. Bien évidemment, il ne faut pas tomber dans le pessimisme, mais vous le disiez, on est dans une étape intermédiaire, hein, on va commencer à avancer tranquillement. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri d'un nouveau départ, d'un foyer. Il était question de tester, question de protéger. Où on en est par rapport à ces mesures d'identification, de précaution pour éviter la reprise? Alors, pour arriver à ça, il y avait un élément principal. Cet élément principal, c'est d'être en capacité de tester. Et entre le début de la crise que nous connaissons et aujourd'hui, on est passé de 400 tests par semaine à 1300 tests par jour. Et on peut monter à 3000 si jamais nous avions une crise particulière. Donc, on a la capacité de tester. Et pour être très, très, très illustratif, Monsieur Gadras ou Seymour Morcy, je me sens pas bien. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon médecin. Mon médecin vous dit, ce que vous me décrivez, c'est pas top. Donc, vous allez être testé. En attendant le résultat du test, soit vous allez chez vous, soit vous allez dans un endroit et on a l'endroit. À cet endroit-là, chez vous,
vous pouvez peut-être ne pas vouloir y aller parce que vous avez une personne fragile à vos côtés, ou alors dans l'endroit où vous allez être pris en charge et on vous donnera de la nourriture et on lavera votre linge. À cet endroit-là, vous resterez en attendant le résultat du test. Votre médecin, pendant ce temps-là, dira, Monsieur Gadras, vous avez des enfants, vous avez de la famille, il s'occupera de la famille. Et pendant le même temps, on commencera avec un autre service de se rapprocher de vos amis, de vos familles, pour dire avec qui vous avez été en contact. Donc, ne soyons pas surpris. Il faut banaliser la chose tout en étant responsable. Il ne faut pas être surpris qu'on va avoir des cas nouveaux puisqu'on va tester plus largement. Bien sûr. Et donc, on a les moyens de tester, on a les moyens de protéger, de sécuriser, d'installer les personnes là où elles ont la possibilité d'être en quatorzaine. Le test est négatif, ça va. Le test est positif. Il faut qu'on reste tranquille pendant les 14 jours pénibles. Très bien. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est très illustré et c'est très compréhensible. Et ça, je pense que c'est extrêmement compréhensif et important pour les gens. Une dernière chose, j'ai pu échanger avec Jean-Paul Duret, le président de l'agglomération de Limoges, pour qui la préoccupation des élections, enfin de la mise en place des conseils municipaux et du second tour des élections est important. C'est vrai qu'au-delà de ça, la vie doit reprendre son cours, même si c'est progressif. Il y a quand même un enjeu à la fois de démocratie et un enjeu, je dirais, de pilotage de la proximité derrière cette question du second tour ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui ? Alors, demain matin, vous aurez au journal officiel un texte qui sera très précis là-dessus. Ce que je peux vous dire à l'heure où je vous parle, c'est que la semaine prochaine, on va lancer l'installation des conseils municipaux qui ont été élus au premier tour. Ce sera une affaire tournée, une page tournée. La deuxième chose, c'est que d'ici le 8 juin, normalement, les communautés de communes vont pouvoir s'installer avec les règles qui vont être décrites normalement demain pour pouvoir reprendre une activité normale. Pourquoi c'est compliqué ? Alors, je vais essayer d'être un peu aussi illustratif que possible, mais j'ai une communauté de communes dans mon département, dans notre département, où tout le monde a été élu au premier tour, sauf une commune pour laquelle il manque un élu, et cet élu a raté son élection à une voix. C'est ballot. Eh oui. Mais il va falloir qu'on trouve des solutions pour essayer de régler le plus vite possible les choses qui sont les plus évidentes et les plus simples. Donc normalement, on devrait avoir des réponses un peu claires là-dessus. Mais il y a l'autre chose qui est importante, c'est que depuis le début, les maires qui ont été élus avant sont maires jusqu'au moment où ils ne le sont plus. Les nouveaux maires seront maires à partir du moment où ils le seront, c'est-à-dire la semaine prochaine. Que les présidents et les vice-présidents des communautés de communes ont le statut de président et de vice-président tant qu'il n'y a pas de nouveaux présidents et vice-présidents, avec peut-être des amodiations sur ce qu'ils ont le droit de faire ou pas de faire. Mais ce qui est essentiel, c'est que ça n'interdit en rien la possibilité de régler les sujets, les problèmes, les investissements. Et j'insiste sur les investissements, c'est que personne ne peut dire je ne veux pas aller sur un investissement ou sur des travaux qui sont prévus sous prétexte que j'attends quelque chose. La réponse c'est non, parce que l'argent il est là, l'argent il a été versé pour ces projets et que donc du coup il faut le dépenser. D'accord. Une dernière question, si vous êtes d'accord. Alors, elle ne sera pas très précise parce qu'elle est tellement vaste qu'elle ne peut pas amener de réponse chirurgicale, je dirais. L'économie reprend, elle doit reprendre. Aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui se posent des milliers de questions. Il y a des salariés qui peuvent plus ou moins reprendre le travail. Il y a l'État qui a investi, qui est venu soutenir l'économie comme, enfin, en tout cas d'une façon qui fait dire que ça fait bon de vivre dans un pays comme la France. Aujourd'hui, vers quoi on va ? On ne va pas pouvoir continuer à soutenir tout le temps l'économie comme ça, j'imagine. En tout cas, c'est une interrogation. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux chefs d'entreprise qui, au-delà des difficultés qu'ils ont rencontrées pendant le confinement, aujourd'hui
peuvent avoir des préoccupations sur les ressources humaines parce que on ne sait pas forcément comment récupérer tout le personnel parce que les enfants ne sont pas tous à l'école. Enfin, c'est très compliqué. De façon générale, comment on peut se projeter d'un point de vue économique? Alors, vous avez raison de dire que votre question est très large. Voilà. Je vais continuer peut-être sur des images. D'abord, notre système de soutien à l'économie en France va vraisemblablement permettre à beaucoup de petites et moyennes entreprises de passer le cap. Et ça, je peux vous assurer que c'est pas partout pareil. Les clés sous la porte vont probablement être moins importantes que dans d'autres pays, notamment européens. La première chose. La deuxième chose, et ça vous avez raison, l'image que je vais prendre, c'est celle de marionnettes. On n'est pas des pantins. Les fils qui nous tiennent en ce moment sont des fils qui sont fragiles. Mais en bas des fils, il y a des personnes qui marchent. Il y a des personnes qui ont envie d'avancer. Il y a des personnes qui ont des projets. Il y a des personnes qui ont un savoir-faire. Et l'essentiel de mon temps aujourd'hui, par rapport à la dernière fois où on s'est vu, c'est de préparer l'après, de soigner l'après et de préparer l'après. Pour soigner, il va y avoir pas des pansements. Il va y avoir vraiment un travail de proximité à devoir mener et les chambres consulaires font un travail sensationnel. Mais ensuite, c'est comment est-ce qu'on fait la relance. Les élans de solidarité dont vous avez su aussi mettre en avant le talent, il y a des gens qui ont changé leur chaîne de production pour pouvoir accompagner les besoins d'aujourd'hui. Il y a des générosités qui étaient spontanées, qui vont pouvoir passer la surmultiplier. Toutes celles et ceux qui ont fait pour de la nourriture, soit de façon bénévole, soit de faire de la vente en précommande, sont prêtes à repartir plus vite que d'autres. Donc, il faudra oublier personne, mais en revanche, il faudra juste qu'on soit très attentif à donner les bons moyens aux bonnes personnes. Voilà. Et les bonnes personnes, c'est pour moi tout le monde. Très bien, ben merci beaucoup en tout cas de votre disponibilité. Merci de nous avoir fait cette explication. On a besoin de ces explications de proximité. Et puis j'en profite aussi, je compte sur vous pour remercier l'ensemble des personnels de la préfecture et au travers d'eux, l'ensemble des personnels des services publics qui ont été et qui continuent d'être extrêmement présents et extrêmement importants pendant cette période. Ils sont tous au rendez-vous, mais plus vous en parlez, mieux c'est pour eux. Et je peux vous assurer qu'ils sont extraordinaires. Une petite anecdote pour vous faire sourire, parce que comme vous, moi j'avais un peu de poils sur le caillou, mais un peu beaucoup. Quand ils ont commencé pour plus nombreux à reprendre le travail, ils ne m'ont pas reconnu parce que j'avais beaucoup plus de cheveux et de barbe. Maintenant, j'essaie simplement de vous imiter avec la barbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.